La crise énergétique a-t-elle contraint le président de la République à prolonger son quoi qu'il en coûte? Bonjour Christophe Rameau. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, enseignant à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne. Bruno Le Maire nous répète régulièrement, ça avait commencé en septembre, que le quoi qu'il en coûte, c'était terminé. On a bien compris que l'inflation est venue un petit peu bousculer cet agenda qui consistait, on l'avait compris, à normaliser la politique budgétaire française. L'inflation, la crise énergétique a fait changer le plan du gouvernement? Ah ben oui, tout à fait, hein. Il y a eu la prolongation en fait du quoi qu'il en coûte pour faire face au choc énergétique. On peut estimer à de l'ordre d'un peu plus de 100 milliards, 110 milliards sur 3 ans. 2020, ça a commencé dès 2021, 2022, 2023. Donc on a à peu près 110 milliards, ce qui est pas rien. Ça représente 3 000 euros par ménage sur 3 ans, attention. Ouais. Voilà, donc on a... On est d'ailleurs dans les purs des chiffres Covid ou pas, de la crise sanitaire? C'est moins, évidemment. C'est un peu moins quand même. C'est moins, mais quand même. C'est un peu moins, mais on est dans les purs, tout à fait. Alors c'est un peu moins parce qu'en plus de ça, au moment du Covid, la production s'était effondrée. Ouais. C'est pas encore le cas aujourd'hui, même si la récession menace. Mais on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur qu'au moment du Covid. Après, politiquement, on le comprend bien, il y avait un risque politique aussi et social qui était fort. Si le président avait dit on va resserrer le cordon de la bourse, on va assainir les comptes publics, c'était alors que l'inflation fait mal aux Français, notamment les plus défavorisés, il n'avait pas le choix, quelque part politiquement, que de poursuivre, même si officiellement on nous dit que le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, moi de mon point de vue d'économiste keynésien, atterré, si vous voulez, le reproche que je ferais, c'est que ce que nous a montré la crise du Covid, la crise actuelle, la crise d'inflation, c'est qu'on a vraiment besoin d'intervention publique pour porter des missions d'intérêt général. On a besoin d'économie privée, on a besoin d'entreprises, d'initiatives privées, de ça, mais on a aussi besoin d'intervention publique. Et ce que je regrette, si vous voulez, là, c'est que y compris dans la façon de déployer le quoi qu'il en coûte, quand on regarde précisément un peu les choses, on s'aperçoit que, si vous voulez, sur le premier quinquennat de Macron, sur les mesures 2017-2022, il y avait des études qui montraient que finalement, tous les ménages en avaient bénéficié, mais enfin, les 5% des ménages les plus aisés avaient reçu de l'ordre de 1 700 euros sur les 5 ans, alors que les 5% les plus pauvres, c'était 65 euros, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il y a une étude de l'INSEE qui est parue la semaine dernière, qui montre que rien que sur les mesures socio-fiscales de 2020-2021, en moyenne, les ménages ont reçu 280 euros, mais pour les 30% les plus aisés, c'est 480 euros, et on est à 100 euros pour les 30% et plus grave, c'est qu'en fait, les mesures pérennes, c'est-à-dire celles qui vont durer, là on est dans un écart de 1 à 10. D'accord, rien que sur les mesures 2020-2021, parce que ce qui a joué, c'est la baisse de l'impôt sur le revenu, et puis la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés. Tout ça pour vous dire quoi? L'impôt sur le revenu, en même temps, c'est un impôt qui est progressif, donc c'est logique aussi, puisqu'il est progressif, que ceux qui en bénéficient sont ceux qui le plus, et ce sont ceux qui payent le plus d'impôts, non? Tout à fait. C'est lié à la progressivité de l'impôt sur le revenu. Tout à fait. Tellement, mais tout à fait. Mais, bien sûr, mais donc c'est une mesure anti-redistributive. Ouais. Quand on baisse, ouais, quand on change le barème, c'est ce qui va être fait pour l'année prochaine, y compris quand on modifie le barème, qu'on baisse l'impôt sur le revenu, ça bénéficie par construction à ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Mais alors après, l'autre problème que j'ai, si vous voulez, c'est... Il y a le quoi qu'il en coûte, certes, d'une certaine mesure, c'est keynésien, il y a de l'intervention publique. Ça va vous plaire? Tout à fait, dans un sens. Mais dans le même temps, c'est ça qu'il faut saisir, c'est qu'il y a la poursuite du programme néolibéral. C'est un programme inégalitaire, je viens d'en parler, et puis un programme d'assèchement, y compris des ressources publiques. C'est-à-dire que là, on a une stratégie qui est une stratégie en fait éculée, qui consiste en fait à réduire les recettes publiques, d'accord, structurellement. Les recettes fiscales. Les recettes socio-fiscales, baisse de l'impôt sur les sociétés, baisse des impôts sur les productions, baisse de l'impôt sur le revenu, ça a été évoqué, une série de mesures en fait, qui sont désocialisées, donc l'encouragement aux heures supplémentaires, la prime pouvoir d'achat où il n'y a pas de cotisation sociale. Donc si vous voulez, on estime que sur le premier quinquennat de Macron, les baisses d'impôts structurelles, pérennes, c'est plus de 60 milliards par an. C'est colossal. De manque à gagner en termes de cotisation de manque à gagner et tous de les recettes ans. fiscales. Tous les ans, voilà. Et là, on poursuit le mouvement. Baisse de la cotisation sur les valeurs ajoutées des entreprises, ça fera moins 10 milliards une fois que ça sera fini. On a Vous comprenez que d'autres entreprises en Europe ne l'ont pas, et donc certaines boîtes vont dire nous, on avance avec un boulet au pied?
quand on se compare aux autres, quand on sort des frontières de mais l'Hexagone. quand on regarde les subventions que touchent les entreprises, ça équilibre largement. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Puis après, il y a un problème de répartition. L'idée d'aider les entreprises, moi, ça ne me choque pas, mais je préfère que ça soit un peu ciblé. Hein, la baisse de la CVAE, qui est plutôt un bon impôt d'ailleurs du point de vue de sa conception, ça porte sur la valeur ajoutée justement, ça va bénéficier principalement aux grandes entreprises. Je ne suis pas sûr que ça soit elles qui en aient le plus besoin. Mais donc voilà, on baisse structurellement les recettes. Et ensuite, donc on fait du quoi qu'il en coûte. Mais ensuite, qu'est-ce qui comment dire, le scénario est écrit. Dans quelques mois, Bruno Le Maire, s'il est encore en poste, ou Emmanuel Macron diront c'est pas possible, écoutez, il y a des déficits qui sont beaucoup trop importants. 5%. 5%, mais c'est pas rien. Ouais. Et donc, en raison de ces déficits, il faut baisser certaines dépenses. Et donc, on va. Donc en ligne de mire, il y a le chômage là, qui a été acté, il y a les retraites. C'est une récession, je ne suis pas sûr qu'ils puissent politiquement dire ça, si jamais on entre en récession. Et si elle est plus prononcée c'est ce qu'il y a dans les cartons quand même, c'est ce qu'il y a dans les cartons avec la réforme des retraites, là, au début de l'année prochaine. Et la réforme de l'assurance chômage aussi, qui ramène 4 milliards d'euros par an. Qui a été d'ores et déjà acté, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc on a cette stratégie, qui est une vieille stratégie néolibérale, hein. C'est la stratégie qui consiste à affamer la bête, c'était l'expression des conseillers économiques de Reagan, donc c'est pas très, c'est pas très moderniste hein, de ce point de vue-là. On baisse les recettes fiscales et derrière on baisse les recettes, on baisse les recettes, ça fait apparaître des déficits et après on dit ah là, les déficits, la dette, c'est effroyable pour les générations futures. Aujourd'hui en tout cas, on est toujours malgré encore une fois, ces assertions qui sont répétées par le Bruno Le Maire, on est toujours dans le quoi qu'il en coûte aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors après, il y a la question du ciblage, on va en parler. Voilà, il y a le ciblage. Mais en tout cas, on est toujours, même si on nous dit qu'on n'y est plus, on est toujours dedans. D'une certaine façon. Ce qui peut se comprendre pour des raisons sociales, politiques, et encore une fois. C'est le cas un peu partout, d'ailleurs. C'est ce que j'allais vous dire. C'est pas une exception française. Exactement. Tout le monde cherche à aider. On voit les Allemands qui font un plan à combien 200 milliards d'euros. Tout à fait. Dont 100 milliards pour les entreprises, on est à 10 quand même. C'est sur plusieurs années. Oui, c'est vrai. Mais comment dire, alors, autre reproche, le quoi qu'il en coûte, il faut le payer. Et donc il y a notamment, c'est la dette pour l'instant qui. Voilà, c'est essentiellement par la déficit et de la dette, alors que, si vous voulez, avec le Covid, les plus aisés ont surépargné. Vous ne pouvez pas aller au restaurant, au théâtre, pas voyager, etc. Et on sait qu'il y a une épargne. Qui est toujours là, vous voyez ce que je veux dire, chez les plus aisés. Or, je vous dis, sur les 2 dernières années, les cadeaux fiscaux, ça va d'abord bénéficier aux plus aisés, baisse de l'impôt sur le revenu qui leur bénéficie, baisse de la taxe d'habitation pour les 20% des plus aisés. Ils n'en avaient absolument pas besoin. Et dans le même temps, du côté de la taxe d'habitation, pardon, vous savez que c'est le Conseil constitutionnel qui a dit qu'il fallait que ça touche tout le monde de la même façon. Bien sûr, mais on aurait pu contrebalancer ça, vous voyez ce que je dis. Il y avait moyen de contrebalancer cette mesure, de neutraliser cette décision du Conseil constitutionnel, ce qui n'a pas été fait. Mais dans le même temps, par exemple, la taxe sur les surprofits, on traîne des pieds, vous voyez ce que je veux dire. Mais résultat des courses, la simple application des mesures européennes va faire en sorte que l'année prochaine, l'entreprise qui va payer le plus de taxes sur les surprofits, c'est EDF. 5 milliards, c'est pas Total Énergie. Donc là, si vous voulez, il y a, de mon point de vue, il y a un choc de solidarité qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait, et il y a une bifurcation en matière de politique industrielle, parce qu'il faut s'attaquer aux racines, y compris de la crise de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut réduire considérablement notre dépendance aux énergies fossiles. Ça ne se fait pas avec un claquement de doigts, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour ça, il faut aussi envoyer un signal prix aussi, en mettant des aides, des ristournes à la pompe. On gomme aussi l'effet prix qui pousse les gens aussi, autant que faire se peut, à substituer. Il y a ça. Il y a la difficulté de mieux cibler les aides. C'est le vrai sujet, vous avez raison, Christophe Rameau, parce que le FMI et Bruxelles, aussi la Commission, ont demandé à la France des boucliers tarifaires mieux ciblés. Oui. Christophe Rameau peut être d'accord avec le FMI et la Commission européenne là-dessus. Oui, tout à fait, bien sûr. Ils avaient d'ailleurs aussi simultanément, même vous voyez, plus loin sur le FMI, ils avaient dit, écoutez, là, compte tenu de la poursuite du quoi qu'il en coûte, peut-être que la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on pourrait peut-être, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc, mais par contre, sur le ciblage des aides, on estime que le surcroît, le choc, la perte de pouvoir d'achat liée au choc des prix de l'énergie, ça représente 6% pour les ménages les plus modestes, alors qu'on n'est qu'à 3% pour les ménages les plus aisés. Parce que ça pèse plus dans leur budget, évidemment. Bien sûr, tout à fait, ça pèse beaucoup plus. Bon, puis en plus, il y a des problèmes de localisation, tous ceux qui vivent loin des centres. Mais voilà, donc là, mais si vous voulez, ça, c'est des mesures de court terme. D'accord, sur le ciblage, et moi je suis pour un ciblage plus important, mais par contre après il y a l'enjeu de long terme, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, on sait qu'à long terme, donc il y a l'enjeu de la transition énergétique. Il faut baisser
notre consommation d'énergie, donc c'est tout l'enjeu de la sobriété, de l'efficacité énergétique, très bien, mais on aura besoin d'énergie. Et donc l'enjeu, c'est d'électrifier en fait l'énergie qu'on va continuer à consommer et de décarboner cette l'électricité énergie qui coûte très cher. L'électricité qui coûte très cher aujourd'hui quand même. Oui, mais justement, mais pourquoi elle coûte très cher? On a supprimé 11 000 emplois à EDF entre 2003 et 2018, 2019. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a fait les poches littéralement d'EDF. Or, l'enjeu, bien entendu, c'est un vaste plan de relance de l'énergie électrique non carbonée qui passe, de mon point de vue, à la fois par le nucléaire, j'y suis favorable, et les énergies renouvelables. Vous êtes aligné avec le président de la République, c'est ce qu'il dit aussi là-dessus. Oui, mais si vous voulez, le président de la République parle beaucoup. Vous voyez ce que je dis? Mais sur ce volet-là, sur l'idée qu'effectivement, il faut un plan de relance, notamment du nucléaire, je suis absolument d'accord. À la fois nucléaire et à la fois renouvelable. Alors le problème, c'est que ça suppose de ne pas faire les poches d'EDF. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'entre l'ARENE, d'accord. Il faut expliquer. L'accès réglementé à l'énergie nucléaire historique, EDF est aujourd'hui obligé de vendre de l'ordre d'un tiers, plus d'un tiers de sa production nucléaire, comme quoi elle ne coûtait pas très cher, à des prix bradés aux fournisseurs alternatifs. Il y a ça. EDF va payer, je vous dis, des impôts sur les... C'est l'entreprise qui va payer le plus d'impôts sur les super profits, alors que EDF a 60 milliards de dettes. Hein. Et EDF, par ailleurs, est obligé d'appliquer les tarifs réglementés de l'électricité. Donc, tout ça, l'un dans l'autre, voilà, on a une entreprise qui est accablée, y compris pour faire vivre des fournisseurs alternatifs. Vous voyez, le premier d'entre eux, c'est Total Energy. Enfin, et le gouvernement, à ce que je sache, il a dit le marché européen de l'électricité, c'est pas bien, ça serait bien de le revoir. Mais enfin, on n'a pas eu. Là, parce que sur ce sujet-là. On n'est pas tout seul à décider, et puis les Allemands ne veulent pas la. Mais sur ce sujet-là, il faut parfois, enfin, je sais pas, faire ce que faisait le général de Gaulle, ne pas hésiter à aller au clash. Ouais. C'est pas possible. C'est-à-dire que là, on a, si vous voulez, le marché européen de l'électricité, c'est vraiment symptomatique de mon point de vue du tournant néolibéral de ces 40 dernières années. Acte unique de 86, 96, la première directive européenne visant à mettre en place ce marché européen de l'électricité, 2010, si je ne m'abuse, la loi NOM qui applique ça en France, et on a un marché complètement aberrant qui a été conçu entièrement au service, c'est sur le modèle plutôt allemand, et au service des entreprises, des entreprises privées. Là, on est dans une aberration complète. Or là, on a un enjeu de long terme qui rejoint le sujet précédent que vous avez évoqué, qui est un enjeu de véritable politique industrielle. On sait maintenant, la Chine, les États-Unis mettent en place, se donnent les moyens de mettre en place d'authentiques politiques industrielles. Oui. Et je crains qu'en France, au-delà des discours, alors c'est pas rien, ceci étant dit, hein, le fait que le discours change, vous voyez, je veux dire, de mon point de vue, ce n'est pas rien. Ça veut dire que c'est une prise de conscience. C'est une victoire intellectuelle, quelque part, du point de vue du keynésien que je suis, donc c'est pas rien. Mais après, il faut passer aux actes, et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en est un peu loin, je crains. Donc si je résume sur le quoi qu'il en coûte, ça continue, même si on nous dit le contraire, mais que c'est pas tenable, parce qu'on va se faire un jour rattraper par la patrouille. Mais c'est surtout ce qu'il faudrait, c'est l'accompagner d'un choc de solidarité. C'est-à-dire, ce quoi qu'il en coûte, il est nécessaire. Actuellement, du fait de la crise énergétique, pour protéger les Français au-delà de ça, et un peu les entreprises. Il sera nécessaire demain pour faire les investissements massifs dont on a besoin, y compris pour la transition énergétique, pour l'hôpital, pour les services publics. On pourra pas rester à 5% des publics tous les ans. Mais justement, donc il ne s'agit pas de mon point de vue. Mais non, mais c'est pas ça, c'est de mon point de vue. Non, de mon point de vue, il y a des programmes de dépenses engagés, l'hôpital, l'éducation, vous voyez ce que je veux dire, la transition énergétique, il y a des programmes massifs de dépenses. Par contre, il faut se donner les moyens de les financer. Et ça passe par un choc de solidarité. Donc plus d'impôts sur les plus riches. Mais bien sûr, enfin, c'est de mon point de vue le béaba. Mais il faut savoir que c'est... Mais il y aurait assez. Mais il faut savoir que c'est à la mode partout dans le monde. Vous savez que c'est à la mode partout dans le monde. Joe Biden avait prévu d'augmenter très fortement l'impôt sur les plus aisés et les impôts sur les entreprises. Il est revenu là-dessus. Hein. Mais il est revenu parce qu'il n'a pas la majorité. Oui. Enfin, c'est quand même pas rien que Joe Biden nous donne des leçons de justice fiscale. Après, ils ont une pression fiscale, les Américains, qui est plus faible que la nôtre, vous en conviendrez. Oui, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas rien comme orientation. Au Royaume-Uni, l'une des raisons pour laquelle Boris Johnson a été écarté par les conservateurs, mais c'est parce que les conservateurs les plus libéraux disaient il y en a marre de ce Premier ministre qui, quelque part, qui lui aussi avait comme programme d'augmenter les dépenses pour la santé publique et d'augmenter les impôts sur les entreprises et sur les plus aisés. Donc, si vous voulez, là, on est vraiment en France dans une singularité, où, y compris au niveau du discours, pour le coup,
Hein, l'idée qu'il faut continuer quelque part à baisser les impôts sur les plus aisés et les entreprises, il y a, si je puis dire, hein, je durcis un petit peu le trait, mais à peine, il n'y a qu'en France où on maintient cette ligne, de mon point de vue, complètement dogmatique. Ouais. Avec une pression fiscale aussi sur les entreprises qui est plus élevée en France. C'est ce qu'on entend dans tous les... Il faudrait peut-être sortir un autre comparatif. Après, je vous assure, quand on regarde par exemple l'impôt sur les sociétés, le taux apparent, alors ça, il a été baissé considérablement, parce que maintenant on a baissé à 25. Ouais. Mais quand vous regardez le taux effectif d'impôt sur les sociétés, parce qu'on est le seul pays au monde aussi où il y avait plein de possibilités, une assiette complètement trouée. Quand vous regardez le taux effectif d'impôt sur les sociétés en France par rapport aux autres pays, on est loin d'être en tête. Donc, et avec un problème spécifique à la France, qu'on retrouve dans d'autres pays, qui est qu'on a des grandes entreprises qui en sont très bénéficient importantes, plus. Non seulement qui en bénéficient plus, mais qui ces dernières années ont été dans une stratégie de délocalisation massive. Hein. C'est-à-dire que l'une des raisons, y compris, ces dernières années, on a vu une très forte hausse des dividendes qui ont été rapatriés par ces grandes entreprises. Vous allez me dire, c'est bien, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses publiques. Ben oui, mais je préfère avoir des emplois. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que d'avoir des délocalisations qui permettent de rapatrier des dividendes, ça se paye en matière d'emploi quand même. Bon, merci de passer nous voir. Christophe Rameau, donc, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, enseignant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je rappelle votre livre pour une économie républicaine, une alternative au néolibéralisme, c'est chez Debouc. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.